Le premier survivant connu des prélèvements forcés d'organes perpétrés par l'État chinois a récemment parlé de son expérience à Washington, D.C. En novembre 2004, le pratiquant de Falun Gong, Pei-Ming Cheng, a subi une opération chirurgicale contre son gré et s'est réveillé avec une cicatrice de 35 cm sur le côté. Comme nous avons pu faire venir M. Cheng ici aux États-Unis, nous avons pu faire appel à des experts indépendants afin de voir ce qui lui avait été enlevé. Des examens médicaux complets ont révélé qu'il manquait une grande partie de son foie et une portion de son poumon gauche. Quelle est donc la signification de cette affaire et quelle en sera la suite? Dans cet épisode, je m'entretiens avec l'avocat international des droits de l'homme David Matas, ainsi qu'avec plusieurs autres experts et défenseurs des droits de l'homme de premier plan. Cette machine dévore la population chinoise, groupe après groupe. David Matas a été l'un des premiers à enquêter de manière indépendante sur les allégations de prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Si des institutions américaines sont impliquées, elles devraient être sommées d'arrêter, et si elles ne le font pas, il devrait y avoir des poursuites judiciaires. Bienvenue dans American Thought Leaders, je suis Yann Yekelek. David Matas, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Heureux d'être de retour. Alors, David, je n'aurais jamais imaginé, même en 1 million d'années, rencontrer un véritable survivant du prélèvement forcé d'organes, cette pratique barbare à laquelle le régime chinois participe depuis des décennies. Parlez-moi du cas de M. Cheng. Je pouvais voir, en termes de données brutes, qu'il y avait quelque chose car il est évidemment pratiquant de Falun Gong. Il a manifestement été victime de prélèvements d'organes, car nous avons les rapports médicaux. Les radiographies ne mentent pas. J'ai donc passé pas mal de temps à établir essentiellement la chronologie, les noms, les dates, etc. C'est vraiment inhabituel que quelqu'un survive à ce traitement, et l'un des problèmes auxquels nous avons été confrontés est le manque d'attention médiatique proportionnelle à la gravité du problème. Et personne ne peut en parler. C'est une victime réelle, parce que toutes les autres victimes sont mortes. Personne ne se manifeste, et ainsi de suite. Les conclusions que nous avons tirées sont le résultat de l'assemblage de nombreux éléments de preuves différents. Et le problème auquel nous sommes confrontés, ce n'est non pas qu'il y a trop peu de preuves, mais plutôt qu'il y en a trop, mais c'est un ensemble de milliers de notes de bas de page et de centaines de documents qui, dans leur totalité, nous disent ce qui se passe. Mais on ne peut pas juste tirer une phrase de toutes ces données et dire voilà, ça c'est parfait. Mais dans son cas à lui, c'est très simple. Voilà, dit-il, c'est ce qui m'est arrivé. Le 4 septembre, le survivant Pei-Ming Cheng a publiquement interpellé les autorités chinoises et a contesté l'affirmation étrange du régime chinois selon laquelle il aurait été opéré pour son propre bien. Dans une déclaration étonnante, le régime chinois a récemment reconnu publiquement que ses médecins ont opéré Pei-Ming Cheng sans son consentement alors qu'il était en prison en raison de sa pratique du Falun Gong. Ils prétendent que c'était pour sauver sa vie. Je m'appelle Pei-Ming Cheng. En novembre 2004, j'ai été emmené de force de la prison de Daching à l'hôpital Nero 4 de Daching, où ils m'ont opéré. Voici la cicatrice de mon opération. Elle mesure 35 cm de long. Aujourd'hui, avec vous, je peux donner l'impression que tout va bien. Je marche et parle normalement. Mais en réalité, je ne pourrai jamais redevenir la personne que j'étais auparavant. Je ressens une douleur constante dans mon flanc gauche à chaque pulsation. La nuit, j'ai du mal à respirer lorsque je m'allonge. C'est vraiment insupportable. Pei-Ming Cheng a pu venir en Amérique grâce à l'aide de l'ancien secrétaire adjoint d'État pour la démocratie, des droits de l'homme et du travail, Robert Destro. Qu'a-t-il fallu faire pour avoir M. Cheng ici aujourd'hui? Car je crois comprendre qu'il y avait une prime sur sa tête. Il y avait effectivement une prime sur sa tête. Il se cachait en Thaïlande. Lorsque j'ai entendu parler du cas, j'ai dit « sortons-le de là ». Nous avons donc dû négocier avec le gouvernement thaïlandais car il n'était pas résident légal. Nous l'avons évacué et amené ici. Le reste appartient à l'histoire. Nous l'avons soumis à des tests médicaux et des examens approfondis et il est clair que ses organes lui ont été retirés. Nous confirmons maintenant les suspicions que nous avions depuis toutes ces années. M. Cheng a été victime de prélèvements forcés d'organes. Nous le savons désormais et les Chinois ont confirmé les détails. Eh bien, expliquez-moi cela. Comment ont-ils pu confirmer les détails?
Eh bien, ils ont confirmé que l'opération a eu lieu. Ils ont confirmé où et quand cela s'est produit. Et nous avons pu, parce que nous avons réussi à amener M. Cheng aux États-Unis, obtenir des experts indépendants pour examiner et voir ce qu'il manque. Nous avons confirmé cela. À l'époque, M. Cheng purgeait une peine de 8 ans et avait enduré des tortures extrêmes et des électrochocs. Le régime chinois affirme maintenant que l'opération qu'il a subie visait à retirer un petit clou et une lame de rasoir qu'il avait avalé en signe de protestation face aux sévices qui lui étaient infligés. Mais les experts médicaux affirment qu'il n'existe aucun scénario plausible dans lequel une opération visant à retirer de tels objets ait pu justifier l'ablation de parties importantes de son foie et de ses poumons. Comme le dossier le montre, ils n'avaient pas besoin de lui ouvrir le corps sur le dos et la poitrine comme ils l'ont fait. Ils auraient pu descendre dans son œsophage avec un endoscope et tout retirer. C'est pourtant la version officielle. C'est la version officielle, oui. Est-il surprenant pour vous qu'il y ait même eu une version officielle ? Oui, je suis étonné qu'il y ait eu une version officielle. Ils ont accepté d'en parler. Et comme le diraient les avocats, c'est un aveu qui va à l'encontre de leurs intérêts. Parmi ceux qui prennent maintenant la parole pour défendre M. Cheng se trouve l'avocate internationale des droits de l'homme Nina Shea, directrice du Centre pour la liberté religieuse à l'Institut Hudson. Il est extrêmement important qu'un véritable survivant se manifeste et affirme publiquement avoir été victime de prélèvements forcés d'organes et d'avoir des examens médicaux et des témoignages de médecins qui constituent des preuves tangibles. C'est une preuve directe, pas circonstancielle. Et ensuite d'avoir cette réponse étrange, vraiment très accablante de la police de sécurité publique. Et le gouvernement chinois a confirmé qu'il était effectivement un prisonnier, qu'il était en fait dans un hôpital et qu'il a subi une opération sans son consentement. C'est accablant. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie, alors que le protocole vise essentiellement à se débarrasser des preuves? Il est justement l'incarnation vivante de la preuve même que le régime chinois veut justement cacher. Oui, il a été à l'hôpital 2 fois. La première fois, il a subi une extraction d'organes. La deuxième fois, je pense vraiment que sa vie était en danger. S'il n'avait pas réussi à fuir, je ne crois pas qu'il serait encore en vie aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont fui la Chine, qui se sont échappées de détention, etc. Mais ce qui est inhabituel dans son cas, ce n'est pas tant qu'il ait réussi à s'échapper, c'est le fait de n'avoir subi qu'une extraction partielle d'organes, c'est le fait qu'il s'en soit sorti. Les gens sont en fait systématiquement tués lors des extractions d'organes, même lorsque ce n'est pas nécessaire d'en passer par là. C'est ça qui est inhabituel dans son cas. Je ne pense pas que le système de santé chinois tuait les pratiquants de Falun Gong pour les réduire au silence. Je pense qu'il les tuait pour tirer des profits financiers de leur corps. Et vous savez, sur ce qui s'est passé pour expliquer pourquoi l'extraction n'a été que partielle dans cet hôpital, tout ce que l'on peut dire, c'est que seul le gouvernement chinois ou l'hôpital peuvent nous expliquer ça. Je ne suis pas en mesure de dire avec certitude ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est pratiquant du Falun Gong et que des organes lui ont été prélevés. C'est une évidence, mais pour le reste, on peut seulement spéculer. Wendy Rogers, qui est impliquée dans le Conseil consultatif de sécurité de la coalition internationale, a suggéré que cette extraction partielle du foie pourrait avoir été réalisée en vue d'une greffe sur un enfant. Une autre possibilité est que cela ait servi à des fins de formation ou de recherche, car cet hôpital n'est pas un hôpital de transplantation. Ce qui est arrivé à Chang était inhabituel et sans précédent. Peut-être essayait-il simplement de comprendre comment faire ce genre de choses en développant certaines techniques. Ce que vous décrivez est tellement macabre. Il faut bien comprendre que c'est le problème qu'on a quand on parle d'atrocités de masse dans nos pays occidentaux. Nous ne vivons pas dans nos pays entourés d'atrocités de masse. Cela ne fait pas partie de notre quotidien. C'est même tout le contraire. Vous savez, dans nos pays, il suffit que quelqu'un élève la voix et rien que ça, on trouve ça anormal. Le problème est que très souvent, les gens, au lieu de croire ce qu'ils voient,
ne voient que ce qu'ils croient. Et comme les gens ont du mal à croire que ce genre de choses puisse se produire, il est très difficile pour eux de croire que cela arrive réellement, parce qu'ils ne le voient pas. Le communisme, c'est juste l'idéologie, mais c'est le comité permanent qui gère le pays, c'est le Parti communiste chinois. Le pays tout entier est endoctriné dès l'enfance dans l'idéologie communiste. Ils voient le monde d'une manière différente. Ainsi, ce qui nous semblerait à nous macabre, inhabituel, pour la Chine, fait partie du quotidien sous le communisme. Et oui, il s'agit d'une atrocité de masse, mais ce n'est pas la première fois. On parle souvent du massacre de la place Tiananmen, mais tout ça ne s'est pas limité à la place Tiananmen. La répression a touché l'ensemble du pays. Il y a eu aussi d'énormes famines, la révolution culturelle. La Chine n'a cessé d'enchaîner les atrocités de masse et les dissimulations, les mensonges, les faux-semblants, l'immunité. Il s'agit simplement d'une répétition de choses similaires qui ont touché des générations de personnes sous le communisme, et les gens développent simplement une mentalité différente en conséquence. Parlez-nous de votre travail, comment vous êtes arrivé à travailler en faveur des droits de l'homme et à cette discipline spécifique qui consiste à examiner les atrocités de masse. J'ai commencé par m'intéresser à l'Holocauste. Je suis né à Winnipeg pendant l'Holocauste. Et quand j'ai eu l'âge de comprendre ce qui s'était passé, j'ai réalisé que ni moi, ni aucun autre juif ne serions en vie aujourd'hui sans les aléas de la guerre, le fait que les puissances alliées, et non les puissances de l'Axe, aient gagné la Seconde Guerre mondiale. Mon objectif était donc d'essayer de traduire en justice les assassins de masse nazis. Après la guerre, les dirigeants nazis se sont dispersés un peu partout pour obtenir l'immunité et échapper aux poursuites. Après la Seconde Guerre mondiale, il était plus facile pour les criminels de guerre nazis d'entrer au Canada et aux États-Unis que pour les réfugiés juifs. Et la réalité, c'est que je travaille encore sur ce problème. Même aujourd'hui, les responsables sont souvent beaucoup trop âgés pour être poursuivis. La plupart d'entre eux sont décédés, mais il reste encore la question de l'accès aux dossiers. Mon travail consiste à obtenir ces dossiers de criminels de guerre nazis, non seulement ceux qui ont été poursuivis, mais aussi ceux qui ne l'ont jamais été. Il y a eu peut-être une poignée de procès, mais les historiens estiment que le nombre de criminels de guerre nazis qui sont arrivés au Canada se comptait en milliers. Alors la question est, que nous montrent ces dossiers? C'était un des axes qui m'a conduit à ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, dans ma pratique quotidienne, j'étais impliqué dans le travail auprès des réfugiés. En me plongeant de plus en plus dans le travail des ONG de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch, la Commission internationale des juristes, et ainsi de suite. Vous avez donc participé à la rédaction du rapport initial sur la question de savoir si le prélèvement forcé d'organes existait en Chine communiste. Pouvez-vous brièvement nous en parler et nous dire comment cela vous a conduit à la situation actuelle? Tout a commencé en 2006 lorsqu'une femme sous le pseudonyme d'Annie a fait une déclaration publique à Washington DC affirmant que son ex-mari avait prélevé des cornées sur des pratiquants du Falun Gong. Elle a également mentionné l'hôpital Sujiatun dans la ville de Shenyang, dans la province du Liaoning, où d'autres médecins de l'hôpital prélèvent d'autres organes, que ces organes sont vendus à des touristes de transplantation et que les corps sont incinérés. Le gouvernement chinois a presque immédiatement et publiquement nié ces accusations. Une coalition d'ONG qui enquêtait sur la persécution du Falun Gong s'est alors tournée vers David Kilgour, mon collègue. Ils avaient élaboré une liste de 20 personnes susceptibles de mener des recherches indépendantes sur cette question, et j'étais sur cette liste, tout comme David Kilgour. Ce qu'on nous a dit dès le départ, c'est qu'il n'y avait ni victime à interviewer, ni corps à autopsier, ni témoins, juste des auteurs et des victimes. Les environs proches, tels que les prisons et les hôpitaux, étaient inaccessibles et nous n'avions accès qu'aux documents gouvernementaux des prisons et des hôpitaux qui ne vont pas vous être utiles. Ainsi, la question pour moi n'était pas de prouver que cela se produisait, mais simplement de déterminer si c'était vrai ou non. Et la coalition qui nous a sollicités ne nous a donné ni argent, ni donné, aucune direction à prendre. Ils nous ont simplement demandé ce que nous pouvions faire,
comme de nombreuses autres communautés de victimes de droits de l'homme l'ont fait par le passé. Donc, nous avons essayé de prouver si c'était vrai ou si c'était faux, plutôt que de laisser la question en suspens. Nous avons construit des pistes de preuves à charge et à décharge. C'est-à-dire, si vous voulez réfuter cela, de quels éléments avez-vous besoin? Et si vous voulez le prouver, quels éléments permettraient de le prouver? Nous avions toute une série de ces pistes de preuves, environ 15 ou 20. En résumé, les pistes de preuves pour la réfutation n'ont mené nulle part. En revanche, les pistes de preuves pour la confirmation ont chacune, de manière indépendante, produit des éléments de preuve. En les combinant toutes, il est apparu clairement que ce genre de pratique était réel. À ce stade, il a été établi avec certitude que ces pratiques existent réellement. Il y a eu le China Tribunal qui a été catégorique. Il y a aussi le livre d'Ethan Gutmann, The Slaughter, et vos travaux qui m'ont particulièrement convaincu à l'époque. Il y a eu de nombreuses résolutions à ce sujet qui ont été passées et des législations ont été votées dans certains pays. Il y a de nombreux articles académiques revus par des pairs qui traitent de certains aspects spécifiques. Juridiquement, on peut mentionner des chercheurs comme Kirk Allison, Jay Levy, Matthew Robertson, Wendy Rogers. Il y a eu toute une série de travaux académiques et de recherches publiés à ce sujet. Ça me ramène à quelque chose que vous venez de dire. Les extractions d'organes sont responsables de la mort de ces gens. Et justement, il y a un article dans l'American Journal of Transplantation que j'ai consulté récemment, dans lequel ils expliquent avoir découvert 72 cas d'extraction forcée d'organes dans des articles chinois, et peut-être sans s'en rendre compte, ces articles révèlent que des personnes ont été tuées par le processus d'extraction d'organes. En effet. En fait, la profession de la transplantation s'est tellement habituée à cela qu'elle ne le considère même plus comme quelque chose de répréhensible. Didi Kirsten Tatlow, qui a travaillé en tant que journaliste au New York Times, s'est entretenue avec plusieurs médecins chinois spécialisés en transplantation. Elle les a interviewés en anglais. Puis, à un moment, ils se sont mis à parler en mandarin entre eux, une langue qu'elle connaît bien, mais ça, ils ne le savaient pas. Et un médecin a dit à un autre, « Il ne faut pas qu'on parle des prisonniers tués pour leurs organes. » Et l'autre médecin a répondu, « Est-ce que tu parles seulement des prisonniers condamnés à mort ou aussi les prisonniers de conscience ?» En fait, le gouvernement chinois avait mis en place cette version officielle des faits pour expliquer cet énorme boom dans les transplantations. Dès le début de la persécution du Falun Gong, le discours officiel chinois a été de dire que tout cela provenait de dons, quand bien même il n'existait pas de système de dons à l'époque. Ensuite, avec l'augmentation des transplantations, ils ont adapté leur version des faits. Oui, l'histoire des prisonniers condamnés à mort. Je me souviens, nous avons interviewé des personnes auxquelles il avait été dit que c'était un prisonnier condamné à mort. En effet. Ils ont changé de version des faits. Au début, c'était censé venir de dons, puis c'est devenu les prisonniers condamnés à mort. Mais, d'après ce que j'ai pu constater, bien qu'il y ait eu effectivement des prisonniers condamnés à mort parmi les victimes, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers de ce genre à l'époque où la persécution du Falun Gong a commencé. Bien au contraire. Les chiffres étaient en baisse parce qu'il y a une loi en Chine qui stipule que l'exécution doit avoir lieu 7 jours après la condamnation. De plus, la pression internationale pour réduire la peine de mort a eu un impact. Mais la version officielle était toujours que les organes provenaient de prisonniers condamnés à mort. Ils ne voulaient pas révéler la réalité des choses. Ils ne voulaient pas dire que ces organes venaient de prisonniers de conscience. Évidemment, tout le monde dans le système était au courant, mais on savait que personne n'en parlerait. Et donc, Didi Kirsten Tatlow a été témoin de cet échange entre les médecins, du fait qu'il ne fallait pas parler de ça, qu'il fallait suivre la version officielle, la propagande du parti. Donc, ce sont ce genre de fuites occasionnelles qui révèlent ce qui se passe réellement. Vous avez décrit cela comme un mal jamais vu sur cette planète. Vous avez fait allusion à cette idée plus tôt dans notre conversation. Où est l'indignation? En fait, le problème, dans une certaine mesure, c'est la nouveauté d'essais pratiques. La capacité de bien et de mal est innée en chacun de nous. Mais ce qui change avec le temps, c'est la technologie. Ce qui a rendu l'Holocauste différent de l'antisémitisme qui existait depuis des millénaires, ce n'était pas l'antisémitisme lui-même, qui n'était pas nouveau, mais les trains, le gaz toxique, c'était les chars d'assaut. C'était la radio, le pouvoir des micros. Ce sont ces choses qui ont fait de l'Holocauste ce qu'il a été, une forme de mal inédite à l'époque.
Dans notre cas, c'est le développement de la technologie de transplantation qui fait toute la différence. À l'époque de l'Holocauste, les gens avaient du mal à y croire. Et pas seulement les gens de la rue, mais même des Juifs très bien informés et éduqués. Il y avait un juge de la Cour suprême des États-Unis, M. Frankfurter, à qui on avait présenté des preuves concernant Auschwitz. Un espion polonais, Jan Karski, lui racontait ce qui se passait et M. Frankfurter a répondu « Je ne vous crois pas ». La personne qui avait présenté Jan Karski à Frankfurter a alors dit « Cet homme dit la vérité ». Et le juge Frankfurter a répondu « Je n'ai pas dit qu'il mentait. J'ai juste dit que je ne le croyais pas ». Beaucoup de gens pensaient comme ça à l'époque. Ils n'y croyaient pas. Raymond Aron n'y croyait pas. Il y a eu d'importants philosophes juifs dans cette situation. Rudolf Vrba, qui s'était échappé d'Auschwitz avec des plans du camp, et qui allait de communauté juive en communauté juive en disant « Regardez ce qui se passe. Partez, fuyez ». Certaines personnes prenaient cela au sérieux, mais d'autres n'y croyaient pas. Ils restaient sur place et ils étaient tués. C'était tellement inouï par rapport à ce que les gens connaissaient et avaient vu auparavant que c'était tout simplement incroyable. Et je pense que nous voyons ça aussi avec chaque nouvelle forme de technologie. Aujourd'hui, nous avons Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, et cela crée tout un nouvel ensemble de problèmes, car le même penchant pour le bien et le mal que nous avons toujours eu est toujours là. Il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé, c'est l'ampleur du phénomène. Depuis combien de temps cela dure-t-il et combien de transplantations ont eu lieu? Je sais que les chiffres exacts sont très difficiles à obtenir. En ce qui concerne l'ampleur, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais on peut s'en faire une idée générale. À un moment donné, il y avait 4 registres de transplantation en Chine, cœur, foie, poumon et rein, dans différentes villes. L'un d'eux était à Hong Kong, c'était pour le foie. Les 3 autres ne publiaient pas leurs données de façon complète et publique, seul le registre du foie le faisait. Et après le début de la persécution du Falun Gong, les chiffres des transplantations du foie ont explosé. À l'époque, le responsable du registre de transplantation du foie en Chine s'appelait Wang Haibo. Après la publication de notre rapport, les données chinoises ont disparu. J'ai rencontré ce monsieur lors d'une conférence sur les transplantations. Je savais qu'il était responsable du registre des transplantations du foie. Je lui ai demandé pourquoi l'accès public avait été bloqué. Il m'a répondu « L'accès n'a pas été bloqué. Vous pouvez toujours obtenir les chiffres. Il suffit de demander. Il faut simplement nous dire pourquoi vous les voulez et comment vous comptez les utiliser. Si nous acceptons la manière dont vous allez utiliser les chiffres, alors vous pourrez les avoir. » C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est pareil avec les hôpitaux. En 2016, nous avions tous les chiffres des hôpitaux. C'était disponible sur les sites web. Pas vraiment difficile à obtenir. Nous n'avons pas pu nous rendre dans tous les hôpitaux, bien sûr, car il y en avait environ 1 millier qui faisaient des transplantations, mais il y avait 167 hôpitaux qui étaient accrédités par l'État à cette époque. Ceux qui n'étaient pas accrédités opérèrent dans la clandestinité. Mais les hôpitaux accrédités étaient encore visibles et publiaient leurs chiffres. Nous avons simplement additionné ces chiffres et sommes arrivés aux chiffres d'environ 100 000. Par an? Oui, par an. 100 000 par an. Ça a commencé à 60 000, puis ça a augmenté au fil des ans jusqu'à atteindre 100 000. Vous savez, une fois que vous citez ces données, elles disparaissent. Mais après tout, la vente d'organes est un commerce, et il est difficile de faire fonctionner votre commerce si vous ne parlez pas de votre produit. Donc, ils sont pris dans une sorte de dilemme. D'un côté, ils veulent promouvoir leurs avancées technologiques et se vanter de leur capacité à offrir des transplantations, et de l'autre, ils ne se rendent même pas compte que cela va forcément les incriminer jusqu'à ce que nous citions leurs chiffres, et alors ils prennent conscience du problème et retirent leurs données. Et donc, au fil du temps, cela devient de plus en plus difficile, car les sources de données disparaissent. À chaque fois que nous citons leurs données, nous sommes conscients que nous ne pourrons jamais plus les citer à nouveau, pour ainsi dire. Nous ne pourrons jamais actualiser nos découvertes, car ils vont simplement arrêter d'en parler. Donc le problème que l'on a n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais de connaître ce qui se passe après, une fois que nous aurons publié nos résultats.
Une des choses auxquelles je pense souvent, c'est cette fameuse idée du « plus jamais ça ». Bien sûr, c'est en relation directe avec l'Holocauste, mais à force de ne pas traiter ces problèmes actuels, avec le temps, et compte tenu du fait que l'on sait ce qui se passe depuis 2006, comment se fait-il que ces pratiques se soient répandues à d'autres groupes ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour les Ouïghours, les chiffres n'ont commencé à nous parvenir qu'en 2017. C'est à ce moment-là que les détentions massives ont commencé. Et pour les Ouïghours, c'est le résultat en partie de l'épuisement de la population du Falun Gong en raison de l'intensité des meurtres qui les ont visés, mais cela coïncide également avec un développement de la technologie, notamment le fait que maintenant les organes peuvent survivre en dehors du corps. La technologie ECMO. La technologie ECMO, c'est vrai, mais ce n'était pas seulement ça. Les techniques de réfrigération et d'immersion dans des liquides ont également évolué. Ils ont donc pu distribuer des organes à travers la Chine depuis le Xinjiang. Ce qu'on a vu avec les Ouïghours, ce sont des couloirs d'aéroports au Xinjiang flanqués de panneaux sur lesquels était écrit « Réservé pour le transport d'organes » que nous avons pu photographier. Oui, c'est le même phénomène. Les Chinois ont commencé à se vanter de cette avancée technologique en montrant qu'ils pouvaient transporter des organes depuis le Xinjiang à travers toute la Chine jusqu'à ce que cela soit remarqué. Ils ont alors cessé d'en parler. Cela ne se serait pas produit si les abus envers les pratiquants de Falun Gong avaient été arrêtés. Il y a eu aussi une conférence à Busan, en Corée du Sud, où il a été question de développer, en Asie, un système de transplantation semblable à celui de l'Union européenne, permettant de faire circuler les organes au sein de la région. Et les Chinois essayaient essentiellement de promouvoir cela en Asie, ce qui signifierait bien sûr des prisonniers de conscience ou des organes destinés à la Corée du Sud et au Japon, car il y a maintenant beaucoup de touristes de transplantation qui viennent du Japon et de la Corée du Sud et qui se rendent en Chine. Je suis allé en Asie à plusieurs reprises pour parler de ce genre de choses. Et maintenant, ce que je vois, c'est que bien sûr, les pratiquants du Falun Gong et les Ouïghours sont concernés, mais aussi les chrétiens des églises non officielles et les Tibétains. Ce que je remarque également maintenant, c'est que même les Mongols, qui sont réprimés, mais pour lesquels je n'ai pas encore vu de preuve qu'ils soient tués pour leurs organes, craignent également d'être les prochains sur la liste. Donc, cette machine dévore la population chinoise, groupe par groupe. En prison, nous avons fait un pacte entre les détenus. Celui qui survivra devra révéler au monde la vérité sur la persécution que nous avons endurée. Aujourd'hui, je suis ici pour parler en mon nom et au nom des nombreuses personnes qui étaient avec moi en prison et sont mortes et ne peuvent plus s'exprimer. L'ancien député américain Frank Wolf, un ardent défenseur des droits humains pendant ses 3 décennies au Congrès, estime que les preuves de l'exécution de prisonniers par le régime chinois pour leurs organes sont avérées depuis 1997. Pourtant, les dirigeants occidentaux ferment les yeux. Harry Wu, vous vous souvenez peut-être de lui. Harry est venu me voir en 1997 pour me transmettre des informations et me montrer des photos. Ce que le gouvernement chinois faisait, c'est qu'il prenait le groupe sanguin des prisonniers, puis des personnes venaient au cours de l'étranger, et ces prisonniers étaient exécutés. Harry m'a montré des photos des exécutions et des transplantations. Aujourd'hui, la situation s'est accentuée et tout le monde laisse faire. Et il y a des indications selon lesquelles certaines institutions américaines seraient impliquées. Cela doit cesser. Que peut-on faire maintenant ? On peut faire appel à des cabinets d'avocats spécialisés ou à des organisations de défense des droits humains pour intenter des poursuites contre toute institution américaine qui serait impliquée. Si c'est le cas, elles doivent être sommées de cesser ces pratiques. Et si elles ne le font pas, il faudra engager des poursuites contre elles. Vous êtes en train de tuer des gens. Il y a une législation qui a été adoptée dans plusieurs pays. J'ai mentionné Jacob Lavey plus tôt, et il a joué un rôle crucial dans l'adoption d'une législation visant à empêcher le système de sécurité sociale en Israël de financer les greffes d'organes en Chine. J'oublie l'année exacte. Je pense que c'était en 2008 ou 2009. Oui, il a été le premier à faire ça. Récemment, une législation très similaire a été adoptée dans 3 États américains.
Il y a maintenant un projet de loi dans ce domaine appelé la Falun Gong Protection Act qui a été adopté par la Chambre des représentants. Le projet est maintenant au Sénat. C'est la première loi sur ce problème dont j'ai connaissance. Oui, il y a aussi le Stop Organ Harvesting Act qui a été adopté par la Chambre des représentants mais qui est encore en attente au Sénat. Ce n'est pas encore en vigueur, c'est toujours en cours. De plus, je crois que le Texas a adopté une loi sur les assurances spécifique à la Chine. En Israël, la loi stipule que l'assurance ne couvre pas l'opération si la personne se rend dans un pays où les lois ne sont pas compatibles avec la législation israélienne en matière de transplantation. Donc, bien que la Chine soit la cible de ces propositions de loi, elle n'est pas directement mentionnée. Pourtant, au Texas, le texte mentionne la Chine de façon explicite et dit que les compagnies d'assurance n'ont pas le droit de couvrir les frais des greffes d'organes en Chine. Il me semble aussi que l'Utah a une loi similaire. Quels sont les impacts de l'adoption de telles législations qui visent surtout à sanctionner les personnes impliquées dans ces pratiques? Quel en est l'impact? But what is the value of that? Yeah, the U.S. law is sanctions, immigration, and reporting. Oui, la législation américaine concerne principalement les sanctions, les déplacements et la sensibilisation. Beaucoup de patients ne sont pas conscients que des personnes sont tuées pour leurs organes. Peut-être qu'ils se voilent la face, mais certains, voire la plupart d'entre eux, croient vraiment les histoires fabriquées par le régime communiste chinois. Cela ne mettra pas fin à ce qui se passe en Chine, mais cela pourrait décourager les gens de s'y rendre pour des greffes. What's your hope for the exposure of this story now and this kind of, Quel est votre espoir face à cette histoire, à l'attention médiatique et à la législation en cours au Congrès? En regroupant toutes ces choses, que peut-on en faire selon vous? Les rouages de la justice et des droits humains tournent lentement, mais ils tournent. Au final, le système rattrapera le régime. Le fait de faire autant de victimes, cela finira par les rattraper. Ce n'est pas seulement la Chine communiste. Partout où un système répressif est en place, il y a des réprimeurs et des réprimés. Les réprimeurs finissent par être rattrapés, car rien ne dure éternellement. Finalement, ceux qui sont à l'extérieur du système finissent par occuper le cœur du système parce qu'il n'y a plus qu'eux qui restent et ils ne veulent plus continuer parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Le système s'effondre alors sous le poids de son propre mal. Mais vous me demandez ce que j'espère. Selon moi, il ne faut pas espérer, il ne faut pas faire de prévisions. Ne restez pas assis là à imaginer l'avenir. Soyez l'avenir. David Matas, c'est un véritable plaisir de vous avoir eu à nouveau parmi nous. Un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir rejoints, David Matas et moi-même, Yann Yekelek, pour cet épisode de American Thought Leaders.